Eh bien, c'est si beau que j'en suis ému. Nous sommes dans l'intérieur de la salle du Jeu de Paume, où le 20 juin 1789, parce qu'il pleuvait, et parce que les portes des menus plaisirs, où se réunissaient les États généraux, étaient fermées, les députés avaient décidé, quand bien même l'interdiction royale était là, de s'assembler, de se dresser ensemble, de refuser d'obéir. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont prononcé le fameux serment du Jeu de Paume, à savoir qu'ils ne se sépareraient jamais tant que la France n'aurait pas une constitution écrite, une constitution pour marquer l'avènement de la liberté en 1789. Il faudrait peut-être commencer par une phrase de Chateaubriand, qui a rencontré à 2 reprises Mirabeau au cours de sa vie, en 89, à Versailles, Paris. Et Chateaubriand dit la chose suivante, que je cite en exergue du volume. On connaît le Mirabeau seulement idéalisé, pas le Mirabeau réel. Celui idéalisé qu'ont représenté les peintres, c'est le Mirabeau qui représente 1789, l'époque. Il en est d'autant plus faux et pour autant il en est d'autant plus vrai. Alors c'est en quelque sorte le mystère de Mirabeau que j'ai voulu interroger, parce que ce fantôme qui traînait dans les arcanes de ma mémoire d'historien m'a toujours énormément fasciné. Et à l'instar de Chateaubriand, qui était lui-même fasciné, comme tous ceux de la génération de 1789, par ce personnage si singulier, qui dénote par le verbe, par le geste, par l'apparence, par l'outrecuidance de toute sa personnalité. Et donc j'ai voulu interroger ce qui restait véritablement de Mirabeau aujourd'hui. Et en réalité, afin de mener à bien cette enquête historique, sur la base de sources inédites en partie, j'ai voulu retracer le parcours de Mirabeau depuis sa plus tendre enfance, en quelque sorte, et surtout pour le plonger sous la lumière de l'été 1789. Parce qu'on connaît le Mirabeau du printemps, le Mirabeau du serment du Jeu de Paume, le Mirabeau du 23 juin 89, allez dire à ceux qui vous envoient, etc. On connaît moins, on a même oublié le Mirabeau de l'été 1789, pendant la tourmente des événements de l'insurrection parisienne. Et donc, j'ai voulu interroger ce Mirabeau-là, et j'ai découvert des choses qui m'ont absolument fasciné et que j'ai tenté de restituer avec le plus de rigueur possible. Ce Mirabeau-là est un Mirabeau qui a des emportements à la tribune, a un flamboiement véritablement quand il s'agit de peser dans le cours des événements de ce début de Révolution française. Il l'incarne, il la personnifie, et en réalité, nous avons oublié le rôle de Mirabeau en juillet 1789, pendant la semaine, en quelque sorte, qui a donné naissance à notre fête nationale. Et c'est amusant, lors des funérailles de Mirabeau, c'est-à-dire le 5 avril 91, trop tôt malheureusement, Mirabeau est envoyé au Panthéon. Et le Cerutti, Joseph-Antoine Cerutti, est chargé de prononcer l'éloge funèbre de Mirabeau, et que dit-il? Il rappelle le Mirabeau de juillet 89. Et la phrase est touchante, il dit la chose suivante: « Alors on vit un homme de génie aidé d'une nation, et ce que peut une nation aider d'un homme de génie ». En réalité, cette rencontre entre l'événement, le 14 juillet, et Mirabeau, le premier panthéonisé, c'était quelque chose d'oublié, quelque chose que j'ai voulu reconstituer comme une sorte de puzzle dont on avait oublié le cœur, l'âme, parce que ça dit quelque chose de nous, aujourd'hui, comme individu, comme nation, comme institution. Notre État est né d'un long héritage séculaire, mais aussi de cet enfantement d'une nation en 1789, dans les institutions, dans l'ardeur aussi d'une langue française portée au pinacle. Et Mirabeau, il a ce don, parce que son existence était marquée au fer rouge de l'adversité, contre son père, contre le roi, contre les aristocrates, contre l'Église, même contre son épouse, tant et si bien qu'il était paré pour ferrailler au moment opportun afin d'incarner la nation, comme il a tenté de le faire. Alors, par ailleurs, je n'ai pas voulu faire un essai hagiographique de Mirabeau, je reconnais ses travers, ses vices, et il faut dire qu'ils sont très nombreux, mais le Mirabeau de l'été 89 dit quelque chose de nous, et je crois que c'était très intéressant de se plonger dans
dans ce squelette de l'été 89, parce qu'on n'écrit plus guère sur l'été 89, sur Mirabeau. J'ai déjà fait des travaux sur la période thermidorienne, complètement désincarnée. Il n'y a pas de héros qui s'impose à partir de la chute de Robespierre. On n'en voulait plus d'ailleurs de personnalisation du pouvoir. J'ai aussi travaillé sur Danton-Robespierre, mais je voulais m'atteler à la tâche de 1789, et quel plus singulier, plus original, plus tempétueux personnage que Mirabeau, qui a porté la langue française véritablement en beauté et avec le geste de la tribune, du tribun qu'il était. En réalité, quand on étudie Mirabeau, durant l'été 89, on se rend compte à quel point il a été marqué par un passé et un passif lourd quand il était jeune. Et ce passé a été marqué par l'adversité paternelle, l'absolutisme paternaliste du siècle. À l'époque, les parents, le père essentiellement, avaient quasiment un droit de vie ou de mort sur ses enfants. Ainsi, Mirabeau a été l'objet de plusieurs lettres de cachet que son père a prises contre lui depuis qu'il avait 17 ans. Il a été envoyé à 17 ans au fort de l'île de Ré, il a été envoyé ensuite au château d'If pendant plus d'1 an, où il a écrit un essai contre le despotisme. Il a été envoyé ensuite au château de Joux, donjon de Vincennes pendant plus de 3 années. Bref, sa vie a été marquée par l'enfermement, par l'emprisonnement, la privation de liberté, sans procès. C'est déjà presque une expérience qui donne envie de croquer la liberté à pleines dents. Et Mirabeau, comme personnage historique, incarne en ce sens une sorte de colère populaire, une sorte de désir de liberté. Il le dit lui-même dans sa correspondance que j'ai fouillée. « J'entends toujours en moi la voix éloquente de la liberté. » Il aspire à elle parce qu'il en a été privé. Alors effectivement, ce père, revenons sur lui, ce père était un aristocrate, important d'ailleurs du siècle, un physiocrate qui a publié plusieurs livres célèbres et des best-sellers du XVIIIe, notamment L'Ami des hommes. Il était partisan de l'égalité devant l'impôt, ce père, Victor, et ce père qui est lui-même le premier à ne pas faire carrière militaire dans la famille des Richetti, et était un homme de lettres. Le fils sera lui aussi un homme de lettres. Il ne sera pas un militaire, même s'il a fait la campagne de Corse, mais il a réussi à fuir assez vite. Néanmoins, Mirabeau sera un homme qui sera partisan des idéaux de la Révolution française dans la tourmente des événements de 89. Il a une présence physique certaine. Et donc ces différentes strates, périodes d'incarcération, l'ont animé d'un souffle intérieur, d'une âme courroucée, et étudier justement sa relation avec son père qui est faite d'amour et de haine. C'est une relation ambivalente, tout n'est pas noir et blanc en histoire, certainement pas. C'est beaucoup plus complexe et j'ai essayé de retranscrire cette histoire dans sa genèse. Mirabeau va effectivement écrire plusieurs fois à son père pour lui demander dans des mémoires de défense, de justification, de sortir de prison. « Père, libérez-moi, vous êtes mon bourreau, mais je ne suis point né pour être esclave. Je suis votre fils, je ne suis point votre esclave. Je suis un homme libre, un citoyen. » Mirabeau écrit des lettres enflammées à son père où il se revendique apôtre, partisan de la liberté. Et il faut dire qu'il avait bien mérité tout de même certaines outrances paternelles quand il était envoyé en prison, parce qu'il enchaînait les dettes, les duels, il désertait, bref, ce n'était pas un saint que ce Mirabeau, que l'on voit d'ailleurs derrière moi, le comte de Mirabeau, et donc j'ai tenté de retranscrire son histoire dans ce volume. Mirabeau est un des plus grands écrivains de son siècle, d'ailleurs un des plus productifs. Il écrit d'abord quand il est enfermé en prison. Il demande immédiatement des livres, de l'encre, une plume et du papier quand on lui en donne, parce qu'il écrit même sur des bouts de papier, des bouts de journaux pour passer ses réflexions. Mirabeau, je l'ai dit, écrit notamment un essai sur le despotisme au château d'If,
D'ailleurs, cette incarcération au château d'If, littéraire comme je la présente, inspirera même à Alexandre Dumas son personnage d'Edmond Dantès dans le Comte de Monte Cristo. C'est-à-dire la filiation littéraire assez exceptionnelle qu'il y a du XVIIIe au XIXe, pour ne citer que celle-là. Mirabeau est donc un écrivain carcéral, comme le marquis de Sade, qu'il aurait sans doute d'ailleurs rencontré au donjon de Vincennes. Mirabeau est encore un écrivain qui plaide pour la liberté et pour l'abolition des lettres de cachet. Il écrit un essai sur les lettres de cachet et les prisons d'État afin de les dénoncer, et c'est seulement quand il sort de prison qu'il publie cet essai qui va avoir un rayonnement véritablement national et européen. Tant et si bien que Malesherbes s'étonne d'un tel succès. On essaie de le faire interdire, mais cela ne marche jamais, la censure, puisque ça traverse les frontières. Mirabeau va réussir, même en sortant du donjon de Vincennes, à obtenir que le donjon, la prison de Vincennes, soit fermée. On parlera plus tard de la Bastille, mais en réalité, la monarchie se modère sous Louis XVI, se modère avant 89, comme le dira Tocqueville. La monarchie s'était déjà très modérée, très libéralisée avant la prise de la Bastille. Et en ce sens, Mirabeau écrivain me touche particulièrement aussi dans ses lettres d'amour. Mirabeau, c'est Mirabeau l'amoureux, celui qui a connu cette histoire d'amour véritablement digne des romans d'aventure à la Dumas, à la Shakespeare. Ce sont les Montaigu et les Capulet, les Roméo et Juliette, que Gabriel Honoré Riquetti, comte de Mirabeau, et Sophie Ruffet, mariée à un époux bien plus vieux qu'elle, un vieux Birbon, qui la despotise, qui est en plus un harpagon patenté. Donc lorsque Mirabeau la rencontre, quand il est alors détenu en prison au château de Joux, il a une permission de sortir en quelque sorte pour célébrer l'avènement au trône de Louis XVI. C'est un 14 juillet, il rencontre lors d'un bal donné, il rencontre cette Sophie-là qui s'ennuie à mourir, et il va en quelque sorte lui redonner l'appétit de la vie, la soif de vivre dans ses bras. Ils vont même s'enfuir ensemble. Ils vont courir l'aventure en Hollande, où ils vont être arrêtés après un an d'aventure délicieuse. Mirabeau le dit, j'écrivais de 7h à 22h le soir. J'ai passé ma vie à écrire. Il écrivait d'ailleurs pour l'éditeur de Rousseau, sous un nom d'emprunt, Saint-Mathieu. Et Mirabeau perpétuera cette correspondance quand ils sont arrachés l'un à l'autre, Sophie et Mirabeau, et ce sera l'objet d'une correspondance qui fera les soirées délicieuses du 19e siècle, puisque ce sera un des livres les plus à succès de la littérature épistolaire, avec Sophie. Mirabeau s'enchante de l'amour qu'il a pour elle. Il se délivre de la souffrance carcérale en se libérant par la pensée, par le désir, par la plume. C'est une plume qui le libère, et on a un très beau portrait d'ailleurs, que je cite, de Sainte-Beuve dans les causeries du lundi de Mirabeau, le Mirabeau littéraire. Et Sainte-Beuve admire ce Mirabeau carcéral qui déjà plaide debout. C'est déjà un être politique avant d'être élu aux États généraux en 1789. Bref, ce destin n'attendait qu'une chance pour percer, et c'est Louis XVI qui va le lui offrir. Mirabeau, au départ, avait peu de chance d'être élu. D'abord parce qu'il avait enchaîné procès sur procès, il avait insulté la caste aristocratique à laquelle il appartenait. Néanmoins, il demande, en 1788, d'être adoubé par la noblesse du midi de la France, de Provence, d'où il est issu. Et la noblesse le rejette. Elle prend comme prétexte qu'il ne serait pas propriétaire du fief qu'il revendique, parce que son père lui a fait quelques misères économiques. Et donc Mirabeau va se jeter dans les bras du tiers-état. Le tiers-état de Marseille, le tiers-état de Aix-en-Provence vont le cueillir, l'adouber, comme je dis, pour le projeter vers Versailles, où vont s'ouvrir les États généraux en mai 1789. Et donc Mirabeau est le seul aristocrate élu dans les rangs du tiers-État. C'est ce qui constitue sa marginalité d'ailleurs, qui vient de son expérience, qui vient bien sûr de ses racines, mais qui vient de son art à retourner les situations délicates en avantage. En fait, le fait même d'être élu par le tiers-État lui offre une légitimité exceptionnelle pour se populariser, se démocratiser,
pour faire accroire l'idée qu'il est le véritable défenseur universel de la souveraineté populaire, qu'il entend promouvoir à la tribune. Et donc ce Mirabeau-là dénote à tout point de vue, et lorsqu'il arrive, c'est vrai, dans la salle des États généraux, non loin d'ici, on a ce témoignage de Madame de Staël qui raconte à quel point il y a eu une rumeur ronflante dans l'Assemblée parce que cet homme qui entrait vêtu de l'habit noir des députés du tiers-État était à nul autre pareil un querelleur, un duelliste, et il sera en quelque sorte, à sa manière, le plus grand orateur de la Constituante. Alors Mirabeau se fait remarquer immédiatement, il n'a pas attendu 1 heure, pas 1 minute, pas 1 seconde pour créer un scandale. Alors la première chose qu'il fait quand s'ouvrent les États généraux en mai 89, c'est de revendiquer le droit de publier librement les débats au sein de l'Assemblée. Tout de suite, il est interdit, il est censuré. Quoi? On me censure? Je demande l'avis de l'opinion publique. Et Mirabeau fait véritablement un scandale en demandant à pouvoir publier librement les débats à l'Assemblée. Est-ce que cela n'intéresse pas d'abord la nation? Est-ce que cela n'intéresse pas les citoyens auxquels on va demander une hausse d'impôts? Eh bien, Louis XVI cède. Il cède et il permet de faire en sorte que Mirabeau publie les débats au sein de l'Assemblée. Alors, c'est une publication théoriquement, vous savez, entre la théorie et la pratique, on balance toujours. C'est une publication normalement resserrée dans la présentation objective des faits, mais Mirabeau va s'en servir comme d'une tribune que cette presse, le Courrier de Provence, afin de revendiquer et de défendre les idéaux de la Révolution. C'est une première bataille et déjà un premier gain politique très important. Sans cela, l'histoire aurait été complètement différente. Deuxièmement, Mirabeau, on le retrouve ici, sur la magnifique fresque de David, représentant Mirabeau, s'électrisant, participant à la fournaise des idées collectives du serment du jeu de paume. J'ai d'ailleurs eu entre les mains, puisque pour faire mes recherches, je me suis sensiblement basé sur les procès-verbaux originaux que j'ai pu extraordinairement consulter aux archives de l'Assemblée nationale. Et j'ai eu donc entre les mains le serment du jeu de paume, et j'ai pu lire immédiatement, parmi les premières signatures, celle « Le comte de Mirabeau ». C'est le seul à signer le comte avec son titre. Quelle gifle met-il à ceux qui le destinaient à l'opprobre? Il est fier, il est très orgueilleux, Mirabeau, et en même temps, il est en avance sur son temps. C'est un homme, comme je le disais, de pont, une traversée entre l'Ancien Régime et l'âge moderne de la démocratie. Mirabeau va ensuite, bien sûr, se rendre très célèbre dans les annales et dans la pierre avec sa fameuse tirade du 23 juin 89, quand il va s'opposer au marquis de Dreux-Brézé avec force de courage et d'éloquence, en déclamant que les députés ne sont ici que par la volonté du peuple et n'en sortiront que par la force des baïonnettes. Emmanuel de Varesquel, dans ces 7 jours, a rendu un très beau verdict mettant en doute cette prise de parole. Je crois que c'est très important d'en comprendre les tenants, les aboutissants, le contexte. Et c'est ce que j'ai tenté de faire aussi dans mon livre, essentiellement durant l'été 89. Parce que c'est là l'essentiel de mon projet historique, c'était de retracer les jaillissements à la tribune de Mirabeau. Alors c'est vrai que Mirabeau se fait écrire ses discours par une sorte de cabinet de travail très opaque, très mystérieux, où personne n'est au courant, que c'est Étienne Dumont, Clavière et d'autres qui l'aident à rédiger ses discours, mais en réalité il fait 2 choses exceptionnellement mieux que les autres. Premièrement, il sait les incarner, ces discours. Et on a les témoignages d'Étienne Dumont qui raconte comment Mirabeau, à la tribune, savait s'emporter, rajouter, insister sur certains qualificatifs, sur certaines phrases, savait conclure avec majesté, savait s'emporter avec sa crinière de feu à la tribune. Et ce Mirabeau-là, d'ailleurs, quand bien même il récite une leçon bien apprise, a fait l'admiration de Goethe. Goethe était très admiratif de l'éloquence de Mirabeau, quand bien même Mirabeau avait pris des sortes d'attachés parlementaires en son temps. Et donc ce Mirabeau-là est doué de fulgurance à la tribune,
Le 23 juin, il y en a de nombreuses encore durant l'été 89, ce sont ces improvisations qui sont véritablement extraordinaires et qui font le sel de Mirabeau. Mirabeau est doué d'une expérience carcérale qui lui a permis de lire énormément. On s'ennuie en prison. Mirabeau, plus que tous les autres, puisqu'il a passé plus de 4 années de sa vie en prison, lors de sa jeunesse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a énormément lu l'histoire romaine. Il a même fait un récit de la guerre d'indépendance aux États-Unis d'Amérique en correspondant avec Benjamin Franklin, au moment où l'histoire se vivait au jour le jour. Et Mirabeau sait, de par sa culture en droit public, en histoire politique, sa très fine connaissance de l'histoire anglaise, de la Révolution anglaise du siècle précédent, qu'il faut toujours assigner des limites. Commencer une révolution est chose relativement aisée, encore qu'il faut s'animer de verve et de rage d'une certaine manière, et pour entrer dans l'illégalité. Il faut du courage. Deuxièmement, il faut savoir aussi surtout la terminer. Et Mirabeau, il est présent aux 2 stades du moment révolutionnaire. En amont de la Révolution, certes, il est le plus courroucé, le plus énervé, le plus excité déjà, le plus avancé dans ses idées, mais très vite, il veut éviter la guerre civile, le cataclysme d'une confrontation armée. Il en est intimement persuadé. C'est pour cela que je raconte dans le livre que une semaine avant la prise de la Bastille, il est le premier à demander à Louis XVI le renvoi des 40 000 soldats étrangers que Louis XVI a appelés à Versailles et à Paris. Pourquoi faire ces soldats? Est-ce que la nation est un danger? Est-ce que c'est seulement pour maintenir l'ordre public? La question se pose. Mirabeau prononce un discours où il essaie d'apaiser avant le chaos, avant le dérapage. Le dérapage peut commencer tôt et peut commencer mal. Et ainsi Mirabeau a une vision d'homme d'État, parce qu'il sait les conséquences des actes. Imaginez l'Uchronie, est-ce que la révolution aurait été la même si Louis XVI avait retiré ses troupes? Chose que fera néanmoins le souverain une semaine plus tard. Mais s'il n'y avait pas eu la prise de la Bastille, bon, on n'aurait pas fêté le 14 juillet ensemble chaque année, mais on aurait peut-être évité un certain bain de sang, évité les violences, les excès de la Révolution. Deuxièmement, Mirabeau, au moment où la Révolution avance, c'est-à-dire au lendemain de la prise de la Bastille, il est un des premiers à demander à modérer la Révolution. Et il a plusieurs mesures en ce sens. En quelque sorte, il impose la raison d'État, c'est-à-dire faire une sorte d'oubli moral des crimes qui se sont commis. Il veut qu'on reparte à zéro au lendemain de la prise de la Bastille sur une assise constitutionnelle, institutionnelle, juridique. Il veut terminer la Révolution par le droit. Et pour cela, il va prononcer des discours absolument majeurs sur le parlementarisme français, la séparation des pouvoirs, la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Il va aussi proposer la création d'élections locales, municipales, afin d'inscrire la Révolution et lui donner une légitimité au plus près de la vie des citoyens, c'est-à-dire les municipalités. En le disant, en parlant, il les crée. Et bien évidemment, il est donc aussi à l'origine des élections communales. Mirabeau est donc un personnage absolument majeur. Plus tard, il se mettra au service de la cour pour tenter de modérer le flot révolutionnaire et populaire, mais comme tous les révolutionnaires. Il est pris en tenaille entre sa réputation de radicalité populaire, partisan de la démocratie, et pour cela lutter contre les anciens privilégiés, lutter contre l'Église. Et en même temps, il est obligé, parce qu'il sait comment le cours de l'histoire va évoluer, il est obligé d'essayer de fermer la Révolution française, ce que Furet appréciait notamment dans Mirabeau, mais est-ce qu'on a trouvé celui qui a réussi à fermer la Révolution française? Peut-être Napoléon. Mirabeau est quelqu'un d'absolument insaisissable. Il n'est jamais là où on l'attend. Par exemple, lorsque débute l'insurrection populaire à partir de mi-juillet 89, il va disparaître de l'Assemblée. Alors je me suis interrogé, puisque je reconstitue le puzzle de Mirabeau durant l'été 89, où est-il ? Et en réalité, le 11 juillet 1789, le jour où Louis XVI renvoie son ministre, son intendant des finances Necker, Mirabeau reçoit un courrier, il apprend la nouvelle, son père
l'ami des hommes, vient de rendre l'âme, non pas dans le sud de la France ou au Bignon, au sud-est de Paris, mais juste au nord de Paris, à Argenteuil. Donc Mirabeau, tout affaire cessante, décide de monter dans une voiture et de retrouver sa famille, les siens, avec lesquels il était souvent en conflit d'ailleurs, sa sœur, sa belle-mère et son frère, qui est député par ailleurs Boniface aux États généraux, membre de la noblesse. Il les retrouve à Argenteuil et ils mettent en terre le père de Mirabeau. Bref, le marquis décède et le comte de Mirabeau, le député du tiers-état, est censé prendre désormais le titre de marquis. C'est lui désormais le patriarche de la famille. Eh bien, Mirabeau refuse. Il veut rester le comte de Mirabeau. Et qu'apprend-il lorsqu'il arrive à Argenteuil? Une dernière caresse paternelle, si l'on peut dire. Il apprend que son père l'a déshérité. Voilà un dernier coup bas arbitraire de la part du père qui pouvait allègrement avantager un enfant par rapport à un autre, et donc il déshérite Mirabeau parce qu'il a trop peur que celui-ci poursuive dans son endettement faramineux et dilapide le produit de la famille. Et donc Mirabeau met en terre son père et il revient à Versailles, au château, ferraillé à la tribune. Mais quand est-ce qu'il revient? Dans les mémoires d'Étienne Dumont et dans d'autres, on dit que Mirabeau disparaît pendant 3-4 jours et qu'on ne le voit pas pendant les événements chauds, ardents de juillet 89. En réalité, c'est faux. C'est faux, comme je l'ai prouvé, parce que j'ai découvert, grâce, comme je l'ai dit, aux procès-verbaux originaux, manuscrits de l'Assemblée constituante, consultés aux archives de l'Assemblée nationale, qu'un député, le 14 juillet 89, ayant le premier exigé le retrait des troupes royales, reformule sa demande. Qui est-ce? C'est Mirabeau. Aucun doute là-dessus. D'ailleurs, même les mémoires de Bailly vont confirmer et corroborer ce fait. Et donc, on avait complètement oublié, tous les biographes de Mirabeau avaient oublié la présence de Mirabeau le 14 juillet 89 à la tribune, à l'Assemblée, où il joue un rôle d'ailleurs important. C'est saisissant comme drame, puisque le 11 juillet, il est obligé d'aller enterrer son père, et le paternalisme arbitraire, despotique du siècle, en quelque sorte, et il met en terre l'Ancien Régime à Argenteuil. Et donc Mirabeau vient à ce moment-là, de nouveau à la tribune, ferraillé politiquement, puisque c'est là où l'attend son destin. Un chapitre de sa vie se termine, un nouveau éclos, et c'est la prise de la Bastille qui raconte cette histoire. Parmi les discours absolument cruciaux et parfois quelque peu mis de côté, malheureusement, quand on fait une synthèse historique comme l'est une biographie, on ne peut pas accentuer comme on le souhaite sur une période précise. Moi, j'ai tenté de le faire avec l'été 89 et Mirabeau. Le 15 juillet 1789, Mirabeau livre sans doute ce qui est son legs politique, parlementaire, peut-être le plus important. Parce que c'est une chose de peser des discours, des rapports dans le silence de son cabinet, quand d'autres écrivent pour lui en plus. C'en est une autre que d'avoir des jaillissements, des improvisations qui impactent véritablement sur le cours des événements. Et donc le 15 juillet 1789, le lendemain de la prise de la Bastille, on a appris la veille la chute de la prison d'État, on a appris l'assassinat barbare du gouverneur de la Bastille, de Launay, on a appris encore l'excitation populaire qui continuait, et Mirabeau, à ce moment-là, il décide de poursuivre la lutte politique et parlementaire pour la mener jusqu'à son terme. Ce n'est pas parce qu'une bataille est remportée que la guerre contre l'Ancien Régime et l'absolutisme l'est. Et Mirabeau veut immédiatement enfoncer le clou, si vous voulez, dans le cercueil de l'Ancien Régime. Pour cela, il va s'y prendre de plusieurs manières. Son premier discours, il martèle, il révèle même à la tribune que la veille,
le clan Polignac, le frère comte d'Artois donc de Louis XVI, se sont rendus à l'orangerie où se trouve la soldatesque d'un régiment étranger. À Paris, la victoire est remportée, mais à Versailles, il y a encore des troupes réunies, capables de faire un coup anti-parlementaire. Il aurait même cité la reine, c'est-à-dire qu'il ose ce que personne n'aurait osé, il s'en prend au roi, il s'en prend à la famille royale. Donc il a cette outrecuidance, cet art de l'insulte qui est véritablement dans son panache et dans ses excès. D'ailleurs plus tard il fera amende honorable de ce trait, mais comme il aimait aussi être comédien, on peut ne pas croire qu'il ait fait amende honorable très sincèrement. Par ailleurs, il demande encore une fois le retrait des troupes du roi. Et qu'apprend-on à ce moment-là? On apprend que Louis XVI a décidé de venir à l'Assemblée le 15 juillet de lui-même et sans escorte, sinon ses deux frères. Un moment absolument oublié, le 15 juillet, et en réalité, plus généralement, dans cet ouvrage, j'ai voulu restituer l'histoire heure par heure, véritablement de la prise de la Bastille et des jours précédents et qui ont suivi véritablement à Versailles. Parce qu'on a l'histoire parisienne de la prise de la Bastille. Jacques Godechaux l'a faite au moment du bicentenaire de la Révolution. Je trouvais que c'était nécessaire aussi de la restituer à ce moment-là à Versailles. Alors oui, Mirabeau joue un rôle majeur, puisque lorsqu'on apprend que Louis XVI vient enfin à l'Assemblée, à pied d'ailleurs, on apprend que Mirabeau s'offusque que tous ses camarades acclament Louis XVI. Il dit non, on l'acclamera une fois que Louis XVI aura cédé sur chaque point que nous revendiquons. Et Mirabeau va effectivement l'emporter, il va y avoir un relatif silence au moment de l'entrée du roi, et puis au moment du départ du souverain qui effectivement reconnaît qu'il a ordonné aux troupes de s'éloigner, il reconnaît la puissance de l'Assemblée nationale, sa légitimité, la révolution est gagnée, la révolution est faite. Et Mirabeau continue à être encore très exigeant, et il a alors plusieurs tirades au cours de cette journée, où c'est la fameuse tirade des « dites-lui ». On connaît la fameuse tirade du 23 juin, quand la formule veut « aller dire à ceux qui vous envoient ». Eh bien, la tirade du 15 juillet, c'est la tirade des « dites-lui ». Et en fait, c'est une manière pour lui de continuer la lutte politique à la tribune. Dites-lui, c'est bien sûr Louis XVI. On ne dit pas lui, on n'emploie pas un pronom personnel en parlant du roi. C'est une nouvelle insulte, une nouvelle bravade. Et Mirabeau va donc effectivement continuer à haranguer ses collègues pour que la victoire soit totale. Et elle ne le sera qu'à un seul moment, c'est-à-dire le 17 juillet, quand Louis XVI se rendra à Paris pour reconnaître la légitimité de la Révolution populaire, des nouvelles institutions créées, la garde nationale, la municipalité parisienne, et bien sûr la séparation des pouvoirs qui commence déjà à s'amorcer sous l'impulsion de Mirabeau, qui est le verbe véritablement de la révolution juridique et parlementaire. Le titre de mon livre, le 14 juillet de Mirabeau, on aurait pu intituler le Mirabeau à la Bastille, puisque comment raconter le 14 juillet en mettant la Bastille? Il faut que Mirabeau se rende à la Bastille, sinon l'histoire est faussée. Eh bien oui, Mirabeau se rend à la Bastille. Il s'y rend le 16 juillet précisément, 1789. Certains de ses collègues s'y étaient rendus la veille. Lui, il y va le 16 juillet, il y va seul, non pas dans un grand cortège, il y va avec son secrétaire, le Suisse, Étienne Dumont, et il se rend à la Bastille. Mais que fait-il à la Bastille? On ne sait pas exactement ce qu'il a fait précisément. Or, j'ai découvert, notamment au cours de mes recherches aux archives de Paris, en découvrant le procès-verbal de la séance, en gros de l'arrondissement du Petit Saint-Antoine, c'est-à-dire le quartier où se trouve la Bastille à l'est de Paris, que dans cette séance, on découvre qu'on entendrait des cris de prisonniers à la Bastille. Il y a on cherche le porte-clés de la Bastille, un vieillard arrive, puis c'est le jeune qui est là, et le jeune revient, il fait son verdict, il raconte ce qui s'est passé à la Bastille. Il témoigne qu'il a passé les dernières heures avec le comte de Mirabeau, député du tiers-état. C'est pas Boniface l'aristocrate, c'est le véritable Mirabeau. Et Mirabeau était à la Bastille.
et il a participé à fouiller les cachots les uns après les autres. C'est-à-dire, et il les a même fouillés avec un ouvrier de la Bastille qui est déjà en train d'être démoli, et ils ont tapé sur les murs pour savoir si cela rendait un son creux ou un son plein, pour savoir si en gros il y avait peut-être une pièce dissimulée. Et Mirabeau, on imagine Mirabeau cachot par cachot. Vous savez, la Bastille n'existe plus, elle a été démolie, tandis que le donjon de Vincennes existe toujours et c'est à peu près les mêmes plans. Un donjon avec des étages, des cachots, les latrines à côté et une prison médiévale. Et en fait, c'est un peu le même plan. Donc Mirabeau revient en quelque sorte dans les cachots dans lesquels il était emprisonné au temps de sa jeunesse. Et donc c'est tout un imaginaire carcéral, presque 20 ans après, 10 ans après du moins, il revient dans les cachots. Et il les fouille, il les sonde. Il y a même un domestique qui se jette sur lui pour l'éviter de rentrer dans un cachot cherché, parce que le domestique a peur que Mirabeau se fasse assassiner dans cette obscurité. On imagine les chandeliers ou les flambeaux flamboyants. Et Mirabeau parcourt donc ces cachots. Mais il ne fait pas que cela. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? On sait, par ce procès-verbal, on sait encore par le témoignage de Palois, c'est-à-dire le démolisseur de la Bastille, en charge des travaux de démolition, que Mirabeau monte au sommet de l'une des tours de la Bastille. S'est-il retroussé les manches ou pas? En tout cas, il s'empare d'une pioche, côte à côte, avec les ouvriers de la Bastille, payés une misère, pour démolir pierre par pierre la forteresse médiévale, et Mirabeau assène plusieurs coups de pioche qui rendent un bruit furieux sur le toit de Paris, et c'est comme ça que Mirabeau donne sa symbolique en réalité au 14 juillet. C'est le 16 juillet, c'est en quelque sorte le 16 juillet de Mirabeau. C'est son 14 juillet à lui. D'une certaine manière, je suggère avec des guillemets, il aurait lui aussi contribué à prendre la Bastille en la démolissant. Il lui donne son sens, pourquoi? Parce qu'il a été une figure carcérale, un prisonnier majeur du XVIIIe siècle, sur lesquels il a écrit des mémoires, des pamphlets, etc. Et aux yeux de tous, il est Mirabeau le grêlé, comme on l'appelle, parce qu'il a la peau grêlée, il a eu la petite vérole, il est d'une laideur proverbiale, une laideur magnifique, pourrions-nous dire. Et en même temps, il est Mirabeau le prisonnier. Il se veut, il se pense comme un prisonnier qui s'est libéré de ses chaînes. Or, quelle est la symbolique du 14 juillet en particulier? Mais c'est exagéré, c'est du symbole. C'est un événement, c'est aussi l'avènement de la liberté, c'est un affranchissement. Camille Desmoulins l'écrit dans ses journaux. Il y a une sorte d'affranchissement d'un passé, d'une tradition millénaire, aussi d'une sorte de chape de plomb, de l'aristocratie sur la société. La monarchie est encore très légitime, il faut juste la réformer. Louis XVI est proclamé le libérateur des Français, mais il doit savoir se mouler dans la toge du monarque constitutionnel à présent. Il ne sera plus roi de France et de Navarre, il sera roi des Français. Dans l'imaginaire collectif, Mirabeau a, en quelque sorte, comme le disait Chateaubriand, personnifié la révolution de 1789, parce que c'est une révolution politique qui s'opère par le droit. Et qu'est-ce que c'est que le droit, sinon le verbe? C'est le verbe à la tribune, c'est la verve de Mirabeau. Et donc, il fallait retranscrire un peu cette destinée, la commencer à l'enfance, raconter la trajectoire chaotique de l'affrontement avec son père, avec le milieu aristocratique de son temps, avec les codes moraux de son temps. Il faut dire qu'il n'avait aucun code moral, lui, tant et si bien qu'il avait une expérience de l'affrontement. Et je crois que c'est ça un peu la clé de voûte du tempérament de Mirabeau. C'est-à-dire que beaucoup sont des avocats qui ont seulement plaidé. Mirabeau n'était pas avocat, il était plus que cela. Il était le défenseur officieux d'une certaine idée de la liberté en France avant 89, bien en amont de 89. 10 ans avant 89, il est enfermé au donjon de Vincennes où il écrit. Il ferraille contre le système d'Ancien Régime, à tort ou à raison, mais en tout cas, il veut réformer la France. Il est même prêt à une révolution. Il emploie les mots véritablement de souveraineté populaire, de contrôle universel du peuple sur les institutions, quelque chose qui aura une postérité assez majeure, bien évidemment, théoriquement, mais aussi en pratique, puisque le contrôle universel, c'est aussi la possibilité pour tous les citoyens de rompre avec les institutions, la légitimité du pouvoir. Mirabeau est en ce sens aussi responsable d'une forme d'énervement de la Révolution au moment même où elle éclot.
il ne faut pas oublier ce côté aussi principiel, mais dans les actes aussi de la Révolution. Mirabeau a donc cette expérience de l'adversité qui va lui permettre de savoir être le leader des hommes rassemblés. C'est son charisme, son autorité naturelle, ce qui va faire sa légitimité à la tribune. Quand Mirabeau parle, beaucoup se taisent, soit parce qu'ils le détestent, soit parce qu'ils l'idolâtrent. Il a des héros, et Robespierre lui-même sera partisan de la panthéonisation de Mirabeau, après avoir été pourtant son rival à quelques épisodes de la Révolution française. Mais en plus de l'expérience, il faut avoir quelque chose en plus de l'expérience. Ça ne suffit pas, l'expérience. Il faut aussi avoir, en quelque sorte, une forme de génie naturel. Il faut avoir de l'inné. Il faut avoir ce don d'incarnation d'un moment, d'une foule. Et pour cela, ce don d'incarnation, Mirabeau, peut-être le mieux, c'est de l'écouter lui-même. Quand il est en prison, il écrit à son père, il écrit à Sophie, toujours Sophie, enfin et encore Sophie. Il écrit que ce don qu'il a, ce qui le rend si animé, en réalité, ce qui est le secret de son éloquence, c'est la passion, c'est l'amour de la liberté, et c'est savoir relever, parler au cœur des individus. C'est l'homme du sentiment, Mirabeau. Si on ne comprend pas cela, on passe entièrement à côté de ce pré-romantique, véritablement, qui a dévoré le Rousseau, et qui, dans ses correspondances avec Sophie, se révèle absolument, et aux autres, et à lui-même, comme l'enfant du romantisme. Chateaubriand lui-même, je pense qu'en termes de romantisme, on fait difficilement plus haut que Chateaubriand. Mirabeau restera toujours, certes, même en amont, mais littéralement, les mémoires d'outre-tombe restent indétrônables, indéboulonnables. Chateaubriand raconte que quand il a rencontré Mirabeau, celui-ci l'a enchanté par ses récits d'amour avec Sophie, par son romantisme, par sa fougue sentimentale, par sa manière de remuer les tripes et bien sûr le cœur. Sa manière à Mirabeau, c'est de convaincre l'esprit, mais par le voyage, par le véhicule du cœur et des sentiments. Et c'est en ce sens que, d'ailleurs, le XIXe siècle l'a reconnu pour tel, un véritable héros des lettres françaises, parce qu'il savait s'adresser au cœur. Et Sainte-Beuve a même cette phrase assez bluffante. Il dit que Mirabeau est certes un comédien, mais c'est aussi un tragédien à sa manière. Et il a le don de la familiarité. C'est-à-dire que lorsqu'il est en présence de quelqu'un, en même temps qu'il le dépasse par son aura, en même temps il se met à son niveau. On a plusieurs scènes très, très touchantes de Mirabeau qui demande à son domestique, lorsqu'il fuit avec Sophie dans les cols enneigés de la Suisse vers la Hollande, à Amsterdam, il demande à son domestique de se mettre à table avec lui. Allons, mets-toi à table avec moi, buvons et rions ensemble. Qu'est-ce que tu me racontes, toi, de ce que tu sais de la vie de la France? Il a ce don d'être proche des gens, et qu'est-ce qui nous rapproche le plus, sinon bien sûr les sentiments, l'art de flatter l'orgueil, mais aussi caresser les individus directement en les regardant les yeux dans les yeux. Et c'est un peu cela que dit Chateaubriand, pour citer encore Chateaubriand, toujours Chateaubriand, il dit « Mirabeau m'a absolument capté avec cet homme si plein de vices, d'orgueil et de génie. » Oui, il faut de l'expérience et il faut aussi de l'inné quand on veut être un grand homme, un homme politique, un homme d'État.